Je m'appelle Aïssatou, j'ai 63 ans et c'était la dernière nuit où j'ai dormi en croyant que la famille était sacrée. Le téléphone a sonné à 22 heures. C'était Sandrine, ma belle-fille, la voix tremblante d'une manière paniquée. Elle a dit que Karim, mon fils aîné, était à l'hôpital, que la situation était très grave, que les médecins s'avèrent besoin de 15 000 € cette même nuit, sinon ils n'opéreraient pas. 15 000. La quantité est arrivée trop vite, trop propre. Elle le répéta 3 fois, toujours de la même manière, comme si elle l'avait mémorisé. J'ai senti mon estomac se nouer, mais pas de peur. Je me sentais méfiant. J'ai demandé dans quel hôpital. Elle balbutia. Il a dit que c'était l'hôpital Saint-Louis, mais il a corrigé. Il a dit que c'était l'hôpital Bichat. J'ai insisté. Elle est devenue nerveuse. En arrière-plan, j'ai entendu un rire étouffé. C'était rapide, coupé tout de suite, mais je l'ai entendu. Mon cœur s'est mis à battre lentement, lourdement, comme quand on sait que quelque chose ne va pas, mais qu'on ne veut toujours pas y croire. J'ai demandé si je pouvais parler à Karim. Elle a dit qu'il était inconscient. J'ai demandé si je pouvais parler au médecin. Elle a dit que le médecin était occupé, qu'il n'y avait pas de temps, que chaque seconde comptait. Sa voix monta d'un ton plus élevé. Elle a crié que j'étais mère, que c'était mon devoir de sauver mon fils. Et puis il raccrocha. Je me tenais dans le salon, tenant le téléphone comme s'il brûlait. La maison était silencieuse. Je vis seule depuis que mon mari, Mamadou, est décédé il y a 5 ans. Il était chauffeur de bus, il a travaillé 30 ans sans manquer un seul jour. Il a laissé une petite pension et la libération de l'appartement où je vis, dans le 19e arrondissement, près de Stalingrad. C'est un quartier ouvrier, rempli d'immigrés, de gens qui travaillent dur et vivent honnêtement. J'ai toujours été comme ça. Je travaillais comme femme de ménage dans des bureaux, nettoyais les sols des banques, les toilettes des centres commerciaux, toujours à l'aube, toujours silencieux. J'ai élevé 3 enfants seuls pendant que Mamadou travaillait la nuit. Je n'ai jamais rien demandé à personne. Je n'ai jamais rien manqué. Karim a été le premier à me décevoir. Il a 38 ans, est marié à Sandrine depuis 6 ans et n'a jamais occupé d'emploi plus d'1 an. Il y a toujours une excuse. Le patronat raciste. Le travail est lourd. Le salaire est bas. Sandrine est pareille. Elle est française, blanche, fille de marchand de Versailles, mais fait semblant d'être une victime du monde. Les deux se plaignent toujours, empruntent de l'argent, créent des drames. J'ai donné de l'argent des dizaines de fois, à louer, pour la facture d'électricité, pour le marché. Ils promettaient toujours de le rendre. Ils ne l'ont jamais rendu, mais j'ai continué à donner parce qu'ils étaient mon fils et ma belle-fille, parce que je pensais que c'était ce que faisait une mère. 3 mois avant cet appel, Karim m'a demandé 5 000 €. J'ai dit que j'allais s'ouvrir une entreprise, que c'était une occasion unique, que j'allais me payer avec intérêt. J'ai pris ce qu'il restait de l'héritage de Mamadou. Je l'ai livré à la main. 2 semaines plus tard, j'ai vu une photo sur son Facebook. J'étais à Ibiza, en vacances, en train de boire du champagne avec Sandrine. Quand j'ai demandé pour l'argent, il a dit que j'étais matérialiste, que la famille ne fait pas payer la famille. J'ai bloqué mon numéro pendant 1 semaine. Puis il revint comme si de rien n'était. C'est pourquoi, quand le téléphone a sonné de nouveau cette nuit-là, je n'ai pas répondu. Ils étaient 22, 15. Il a joué 10 fois de suite. Ça s'est arrêté. Il a joué à nouveau. C'était Nadège, ma fille du milieu. Elle vit à Lyon, travaille comme caissière dans un supermarché, a 2 jeunes enfants. Sa voix était modifiée. Il a dit que Sandrine avait appelé en pleurant, que Karim était en train de mourir, que j'étais un monstre de ne pas répondre au téléphone. J'ai pris une profonde inspiration et lui ai raconté ce que j'avais entendu. Les rires, les contradictions. La valeur exacte s'est répétée 3 fois. Nadège resta silencieuse. Puis il a dit que je trouvais des excuses pour ne pas aider, que j'avais toujours froid, que Mamadou aurait honte de moi. Ça m'a raccroché au nez. Je suis resté assis sur le canapé jusqu'à minuit. Le téléphone sonna 15 fois de plus. Les messages commencèrent à arriver. Karim, Sandrine, Nadège, Laurent, mon plus jeune fils, qui vit à Marseille et ne me parle presque jamais. Tous disent la même chose, que j'étais cruelle, que je tuais mon propre fils. Ces 15 000 €, ce n'était rien d'une vie entière. Un des messages de Sandrine disait, mot pour mot, « Tu le regretteras quand il mourra et tu sais que tu aurais pu le sauver. » J'ai lu ça et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de la culpabilité, c'était de la colère.
une colère froide, qui venait de très profondeur. J'ai appelé l'hôpital Saint-Louis. J'ai parlé à la réception. J'ai demandé s'il y avait un patient nommé Karim Diallo hospitalisé. La fille vérifia. J'ai dit non. J'ai appelé l'hôpital Bichat. Même réponse. J'ai appelé 3 autres hôpitaux de la région. Rien. Karim n'était dans aucun hôpital parisien. À ce moment-là, la colère se transforma en autre chose. Ce fut une déception. Cela s'est transformé en douleur. Mais cela est aussi devenu une clarté. J'ai compris que ce n'était plus une question d'argent. C'était une question de respect. À propos de la dignité, à peu près la limite que je n'avais jamais fixée et que cette nuit-là, j'allais enfin fixer. J'ai raccroché. Je l'ai débranché. Je me suis endormie. Je ne pouvais pas, bien sûr. Je suis restée à fixer le plafond jusqu'à 5 heures du matin, repensant à tout ce que j'avais fait pour mes enfants. Les nuits que je passais éveillée quand ils étaient malades. Les fois où je mangeais moins pour qu'ils mangent plus. Dans les chaussures que j'ai réparées avec de la colle, parce que je n'avais pas l'argent pour en acheter de nouvelles. Dans les humiliations, j'ai avalé au travail parce que j'avais besoin du salaire pour payer l'école, les vêtements, la nourriture. Et je me suis demandé quand cela s'est transformé en une obligation d'accepter les mensonges, le manque de respect et un coup d'État. À 7 heures du matin, j'ai rallumé le téléphone. Il y avait 62 messages. Je n'en ai pas lu. J'ai fait du café, pris une douche, mis mes vêtements habituels, pantalon noir, chemisier gris, basket blanche. J'étais en train de sortir acheter du pain quand le téléphone a sonné. C'était un chiffre que je ne connaissais pas. J'ai répondu. C'était une femme, voix calme et professionnelle. Elle a dit qu'elle venait de la brigade financière, la police spécialisée dans la fraude. Il a dit que mon nom était apparu dans une enquête sur tentative de détournement de fonds impliquant des hôpitaux. Mon cœur s'est arrêté. Elle m'a demandé si j'avais reçu des appels demandant de l'argent pour l'urgence médicale. J'ai dit oui. Elle m'a demandé d'aller au commissariat pour faire une déposition. J'y suis allée. Le commissariat se trouvait près de la gare du Nord. Je suis entrée dans une petite pièce avec une table en métal et des chaises dures. L'enquêteur s'appelait Inspecteur Moreau. Elle était mince, cheveux courts, au regard ferme. Il s'est assis devant moi et a ouvert une mallette. Il a dit qu'au cours des 3 derniers mois, ils avaient enregistré 7 cas comme le mien. Des familles appelant des proches âgés, faisant semblant d'être une urgence hospitalière, demandant des transferts immédiats. Certains ont reçu des milliers d'euros. D'autres ont déjà été découverts. L'hôpital Bichat avait déposé une plainte officielle après que les employés ont découvert que le nom de l'hôpital était utilisé dans des arnaques. La police a retracé les appels. Ils venaient tous du même appartement. L'appartement de Karim et Sandrine Moreau m'a montré la transcription des appels. Il y avait la voix de Sandrine, disant exactement ce qu'elle m'avait dit. La valeur, l'urgence, la menace émotionnelle. Elle avait fait cela avec 3 autres personnes de ma famille. Des oncles éloignés, un cousin. Tout le monde était tombé. Tous avaient transféré de l'argent. Karim apparaissait en arrière-plan sur certains enregistrements, donnant des instructions. La police avait également identifié Nadège. Elle n'avait pas participé directement, mais elle connaissait le plan et avait aidé à mettre la pression sur les victimes. Laurent n'était pas impliqué. Moreau m'a demandé si je voulais porter plainte. Je n'ai pas répondu à ce moment-là. Je fixais les feuilles sur la table, les mots imprimés, les voix transcrites. J'ai pensé à Mamadou. Il disait toujours que la vie charge, que la justice ne vient ni de Dieu ni des gens. Cela vient du temps. J'ai toujours pensé qu'il avait tort, qu'il fallait pardonner, que la famille était pour toujours. Mais à ce moment-là, en regardant ces papiers, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question de conséquence. J'ai dit à Moreau que oui, je voulais porter plainte. Elle a tout noté. Il m'a demandé de signer. Je l'ai signé. J'ai quitté le commissariat à midi. Le soleil était fort, rue pleine de gens qui marchent vite, parlent au téléphone, portent des sacs. Une vie normale. Je me sentais étrange, comme si je sortais d'un film et que je retournais dans le monde réel. Je suis allée à la boulangerie, j'ai acheté une baguette, je suis rentrée chez moi. Je me suis assis dans la cuisine. J'ai mangé du pain et du beurre. J'ai bu du thé. Je pensais que je devrais peut-être ressentir de la culpabilité, du remords, du doute. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai ressenti un soulagement, comme s'il avait enlevé un poids qu'il portait depuis des années sans s'en rendre compte. 2 heures plus tard, le téléphone sonna. C'était Nadège. Sa voix tremblait. Il a dit
que la police était allée chez Karim, qu'il l'avait emmené, lui et Sandrine, que les voisins savaient tout vu, que l'humiliation était publique, devant tout le monde. Elle hurlait que qu'était de ma faute, que j'avais renoncé à mon propre fils, que Mamadou allait me maudire depuis la tombe. Je l'ai laissé crier. Quand elle s'est arrêtée, j'ai dit, d'une voix la plus calme possible, que ce n'était pas moi, que c'était la justice. Quel mensonge il accuse toujours. Et j'ai raccroché. Au cours des jours suivants, la tempête s'est intensifiée. Nadège a appelé 7 fois de plus. Il a laissé de longs messages vocaux, pleins d'accusations, disant que j'avais détruit la famille, que Karim allait en prison à cause de moi, que Sandrine était déprimée, que leurs enfants allaient grandir sans père. J'ai écouté tous les messages. Je n'ai répondu à aucune. Laurent appela aussi. Sa voix était différente. Il ne cria pas. Il a seulement dit qu'il était déçu de moi, qu'il ne s'attendait pas à ce que je sois qu'une famille règle les problèmes à la maison, pas au commissariat. Je lui ai dit que la famille n'applique pas non plus d'arnaque à la maison. Il resta silencieux. Il raccrocha sans rien dire d'autre. Karim et Sandrine ont été libérés le lendemain. Il n'y a pas eu de détention préventive car c'était la première fois. Mais l'enquête était ouverte. Ils allaient répondre pour tentative de détournement de fonds. L'avocat a dit qu'il pouvait encourir jusqu'à 5 ans. Sandrine m'a appelé en pleurant. Elle a dit que j'étais une sorcière, que j'avais tout planifié, que je voulais la voir, elle et Karim, dans la misère. Elle a dit que ses parents avaient coupé les ponts, que ses amis avaient disparu, qu'elle ne pouvait pas sortir dans la rue sans qu'on la lui fasse remarquer. Je la laisse parler. Quand elle a fini, je n'ai dit qu'une chose. Tu m'as appelé pour demander 15 000 € en faisant semblant que mon fils était en train de mourir. Elle ne répondit pas. Il raccrocha. La nouvelle s'est répandue rapidement. Pas parce que je te l'ai dit, mais parce que Sandrine ne savait pas comment se taire. Elle a posté sur Facebook un long message dramatique, plein d'apitoiement sur elle-même. Elle a dit que sa belle-mère l'avait dénoncée, elle et son mari, par jalousie, par malveillance, parce qu'elle voulait détruire leur mariage. Que nous étions une famille africaine traditionnelle, pleine de conflits culturels, et que je ne l'avais jamais acceptée. Il a inventé que j'étais contrôlante, abusive, que j'avais fait d'autres choses horribles par le passé. La publication a reçu des dizaines de commentaires. Certains la soutenaient, d'autres étaient méfiants. Mais il y avait des gens qui connaissaient la vraie histoire. Un cousin éloigné, victime de l'arnaque, a commenté en disant la vérité. Il a publié une impression des messagers qu'il avait reçus. Il a affiché la preuve du transfert qu'il avait effectué. D'autres ont commencé à faire de même. En quelques heures, la version de Sandrine s'est effondrée. Elle a tout effacé. Mais Internet n'oublie pas. Les captures d'écran continuaient de circuler. Je n'ai participé à rien de tout cela. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas posté. Je n'ai pas expliqué. J'ai appris de Mamadou que la dignité n'a pas besoin de scène. La vérité n'a pas besoin d'être défendue. Il tient debout à lui-même. Alors, j'ai juste vécu. Je me suis réveillée. J'ai fait du café. Il a nettoyé la maison. Je suis allée au marché. Elle a parlé à ses voisins. Madame Fatoumata, qui habitait en bas, m'a arrêtée un jour dans le couloir. Elle était aussi sénégalaise, plus âgée que moi, veuve depuis 10 ans. Il m'a pris la main et m'a dit « Tu as bien fait. Une famille qui vole n'est pas une famille. C'est un ennemi déguisé. » Je l'ai remercié. J'ai senti que quelqu'un comprenait. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre recommandée. C'était de la cour. Karim et Sandrine avaient demandé une audience de conciliation. Ils voulaient résoudre tout ce qui était en dehors du processus. Leur avocat m'a proposé de retirer la plainte en échange d'excuses officielles et du retour des 5 000 € que Karim m'avait demandé des mois auparavant. J'ai lu ça 3 fois. J'ai failli rire. Ils pensaient que c'était une question d'argent, que j'avais fait tout ça pour 5 000 €. Ils ne comprenaient pas que c'était une question de respect, à propos de la limite. À la limite qu'ils avaient franchie et il n'y avait pas de retour en arrière. J'ai fixé l'audience. C'était un jeudi, 10 h du matin, dans la cour de grande instance du 10e arrondissement. La pièce était petite, froide, avec des murs blanchis des chaises en plastique. Karim et Sandrine étaient assis de l'autre côté, avec leur avocat, un jeune homme en costume gris qui parlait trop vite. J'étais seule. Il ne voulait pas d'avocat. Il n'en avait pas besoin. Il avait la vérité. Il avait les preuves. J'étais sûre que je ne reculerais pas. Le juge était un homme d'environ 50 ans, chauve,
portant des lunettes à monture épaisse. Il lut le processus à voix haute. Il résumait les faits. Tentative de détournement de fonds, mauvaise utilisation des informations hospitalières, fraude familiale. Puis il a demandé si les parties avaient quelque chose à déclarer. L'avocat de Karim se leva. Il a dit que le couple avait reconnu son erreur, qu'ils étaient désolés, que leur situation financière était désespérée, qu'ils avaient agi par désespoir et non par malveillance. Il a dit que Sandrine suivait un traitement psychologique, que Karim avait trouvé un nouvel emploi, qu'ils essayaient de reconstruire leur vie. Il a dit que moi, en tant que mère, j'avais le pouvoir de mettre fin à tout cela par le pardon et l'amour chrétien. J'ai regardé le juge, il m'a donné la parole. Je me suis levée lentement. J'ai senti toute le vue de la pièce fixée sur moi. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai commencé à parler. Il a dit que ce n'était pas une question d'argent, qu'il s'agissait de dignité, que j'avais tout donné à mes enfants. Heures, transpire, sacrifice, qu'il avait travaillé à l'aube pour qu'ils aient des vêtements propres et de la nourriture chaude, qu'il avait avalé l'humiliation au bureau, dans un centre commercial, dans une banque, pour qu'ils puissent étudier, que je n'ai jamais rien demandé en retour, juste du respect, seulement l'honnêteté, juste le minimum qu'une mère mérite. J'ai dit que Karim ne m'avait pas appelé cette nuit-là parce qu'il était désespéré. Il m'a appelé parce qu'il pensait que j'étais idiot, que Sandrine n'ait pas pleuré par peur. Il a pleuré parce que le plan n'a pas fonctionné, que Nadège n'était pas en colère parce qu'elle tenait à son frère. Il est resté parce que son arnaque allait aussi être découverte. Il a dit que la famille n'est pas une excuse pour la violence. Ce sang ne protège pas contre les conséquences, que l'amour de mère a une limite et que la mienne avait été dépassée. Le silence dans la pièce était lourd. Sandrine se mit à pleurer. Karim baissa les yeux. L'avocat tenta de plaider, mais le juge leva la main pour demander le silence. Il m'a demandé si j'avais accepté la proposition de conciliation. J'ai dit non. Il a dit vouloir que le processus continue. Cette justice ferait son travail. Quelles conséquences était le seul professeur qu'ils écoutaient? L'arbitre a tout noté. Il a fixé la prochaine audience 3 mois plus tard. Tout le monde se leva. Je quittais la pièce sans me retourner. Dans le couloir, Karim m'a rattrapé. Il a tenu mon bras. Sa voix était brisée. Il a dit « Maman, s'il te plaît ». Je me suis tournée vers lui. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai vu le garçon que j'ai élevé, le bébé que je tenais dans mes bras, le fils que j'ai appris à marcher, à lire, à prier. Mais j'ai aussi vu l'homme qui m'avait menti, qu'il m'avait utilisé, qu'il avait essayé de me voler en faisant semblant de mourir. Et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas de la haine, ce n'était pas de l'amour, c'était de l'indifférence. J'ai dit « Tu m'as perdu quand tu as fait semblant de mourir pour me voler ». Je lâche mon bras, je suis partie. Le processus a duré 8 mois. Il y avait de l'expertise. Il y avait des témoignages de témoins. Il y avait une analyse des messages, appels, virements bancaires. Finalement, Karim et Sandrine ont été condamnés. 2 ans de prison, peine convertie en travaux d'intérêt général et une amende de 10 000 €. Nadège a également été poursuivie comme complice. J'ai reçu une année de probation et une interdiction de me contacter pendant 3 ans. Tous ont fait appel. Tout le monde a perdu. La sentence est sortie un jour de novembre. Froid. Belle pluie. J'étais chez moi quand l'avocat de l'accusation m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle de la situation. Je l'ai remercié. J'ai raccroché. Je me suis assis dans la cuisine, regardant par la fenêtre. La rue était vide. Les arbres sans feuilles. Le ciel gris. J'ai pensé à Mamadou. Je l'imaginais s'assis sur la chaise à côté de lui, buvant du thé, disant « Tu vois, je te l'ai dit, 2 accusations à perpétuité ». J'ai souri. C'était la première fois depuis des mois qu'il souriait vraiment. Laurent est venu à ma porte 2 semaines plus tard. Il n'avait pas appelé avant. Il n'a fait que sonner la cloche. J'ai ouvert. Il était différent. Plus fin. Cheveux coupés courts. Des yeux fatigués. Il entra sans demander la permission. Il s'assit sur le canapé. Il resta silencieux un moment. Puis il a dit qu'il avait beaucoup réfléchi. Qui, au début, a cru que j'avais exagéré. Mais ensuite, il comprit. Il a dit que Karim a toujours été comme ça. Manipulateur. Paresseux. Cette Nadège aussi. Qu'il avait été loin d'eux longtemps précisément à cause de cela. Il a dit que j'avais fait ce qu'il fallait. Que quelqu'un devait l'arrêter. Que si ce n'était pas pour moi, il continuerait à tromper les gens jusqu'à la fin de leur vie. J'ai préparé du thé pour nous 2. Nous avons parlé pendant des heures. Il m'a parlé de sa vie à Marseille.
de mon travail d'électricien, de sa nouvelle petite amie, une fille nommée Chantal, institutrice dans une école publique. Il a dit qu'il voulait me la présenter. J'ai dit que j'adorerais. Avant de partir, il m'a prise dans ses bras. Ce fut une longue étreinte serrée, du genre qui guérit. Il a dit « Désolé de ne pas t'avoir soutenu avant ». J'ai dit « Tu es là maintenant. C'est ce qui compte ». Les mois passèrent. La vie est revenue à la normale. Ou plutôt, la vie a trouvé une nouvelle normalité. J'ai continué à vivre dans le même appartement. J'ai continué à nettoyer la maison de madame 3 fois par semaine. J'ai continué à aller au marché, à parler avec les voisins, à regarder des feuilletons la nuit. Mais quelque chose avait changé. J'avais changé. Elle n'était plus cette femme qui donnait tout sans rien demander, qui acceptait le manque de respect au nom de l'amour, qui confondait sacrifice et obligation. Donna Fatoumata m'a invitée à un groupe de femmes de l'église. Réunion tous les mercredis soirs. Je n'étais jamais allée à ce genre d'événement. J'ai toujours pensé que qu'était une perte de temps. Mais j'ai accepté. Et c'était bien. J'ai rencontré d'autres femmes comme moi, immigrées, veuves, des mères. Chacun avec sa propre histoire de lutte, de douleur, de surmontement. Écouter ces histoires m'a fait réaliser que je n'étais pas seule. La douleur de cette mère est universelle. Mais quelle force de femme aussi. 1 an après la sentence, Karim m'a envoyé une lettre, pas par courrier. Il l'a laissée à l'entrée du bâtiment. La portière, Madame Dubois, monta et l'attendit. J'ai fixé l'enveloppe un moment avant de l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait 3 pages manuscrites. Les paroles étaient les mêmes que lorsqu'il était enfant. Tarte, dépêché. Il a commencé par s'excuser. Il a dit qu'il avait beaucoup réfléchi, qu'il avait suivi une thérapie obligatoire pendant le service communautaire, que j'avais compris à quel point je m'étais blessée. Il a dit qu'il ne s'attendait pas à être pardonné, mais qu'il voulait que je sache qu'il essayait de s'améliorer, qu'il avait trouvé un emploi stable comme distributeur dans un supermarché, que Sandrine travaillait aussi, qu'il savait louer un appartement plus petit et moins cher, loin de Paris, qu'il payait les amendes petit à petit. Il a terminé en disant « Je t'aime, maman. Même si tu ne veux plus jamais me revoir. » J'ai lu la lettre 5 fois. Je l'ai gardée dans le tiroir de la cuisine. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas encore prêt. Peut-être que ça ne l'a jamais été. Mais je l'ai gardée. Parce qu'une partie de moi, celle qui restait mère, voulait croire que le changement était possible. Ce regret était réel. Qu'un jour, peut-être, nous pourrions nous regarder sans douleur. Nadège ne m'a jamais cherché. J'ai entendu par un tiers qu'elle avait déménagé à Toulouse, qu'il avait trouvé un autre emploi, qu'il ne parlait plus à Karim, qu'il avait dit à ses enfants que sa grand-mère était morte. Ça faisait plus mal que tout, pas parce qu'elle m'avait effacé de sa vie, mais parce que je l'avais effacé de la vie de mes petits-enfants. Des enfants que je connaissais à peine, qu'ils ne sauraient jamais qui j'étais. Mais c'était son choix. Je ne pouvais pas le contrôler. Laurent continua d'être présent. Il venait me voir tous les 2 mois. J'ai amené Chantal une fois. Elle était belle, sourire large, voix douce. Il me traitait avec affection, avec respect. J'ai apporté des fleurs, aidé à préparer le dîner. On a parlé de tout. Éducation, la politique, famille. Elle m'a dit qu'elle admirait mon courage, que je ne connaissais pas beaucoup de femmes qui auraient fait ce que j'ai fait. Je l'ai remercié. Il a dit que ce n'était pas du courage. C'était de la fatigue d'être petit, acceptaire de miettes, de vivre en s'excusant d'exister. 2 ans après tout, j'étais en recherche quand j'ai vu Sandrine. C'était de loin. Elle était dans la file de la caisse, tenant 2 sacs, les cheveux attachés en queue de cheval, des vêtements simples. Il ne m'a pas vue, ou faisait semblant de ne pas le voir. Je suis restée là, à regarder. Elle a payé. Il est parti. J'ai continué à acheter. Je ne me suis pas sentie en colère. Je ne me suis pas sentie désolée. Je n'ai rien ressenti. Et j'ai compris ce que c'était ça, la liberté. Tu n'as rien à ressentir. Ne portez pas de poids. Pas pour être un otage de personnes qui ont choisi de me faire du mal. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. Je vis dans le même appartement, je travaille moins, j'ai pris ma retraite du travail lourd, je fais quelques travaux de couture pour compléter la retraite. Je rejoins chaque semaine le groupe des femmes de l'église. Je voyage avec eux 1 fois par an. Je suis déjà allée en Bretagne, au sud, en Corse. J'ai vraiment appris à connaître la mer. J'ai senti du sable sur mes pieds. J'ai mangé du poisson frais. J'ai éclaté de rire. J'ai dormi paisiblement. J'ai appris que la famille n'est pas celle qui a son sang. C'est lui qui honore sa présence. Que le pardon,
ce n'est pas oublier. C'est lâcher prise. Que la justice n'est pas une vengeance. C'est une conséquence. Que l'amour de sa mère n'est pas infini. Il y a une limite. Et que lorsque cette limite est franchie, nous ne devenons pas des monstres. Nous devenons libres. Je pense encore à Mamadou, comme il serait fier. Pas parce que j'ai renié mon fils, mais parce que j'ai choisi ma dignité, parce que j'ai dit non, parce que j'ai cessé d'être invisible. Il disait toujours que les femmes noires devaient être 2 fois plus fortes. Pas parce que le monde est juste, mais parce que le monde est cruel, et que survivre avec dignité est la plus grande victoire. Parfois, je regarde de vieilles photos. Bébé Karim, Nadège, enfant, Laurent, adolescent, et ça me manque. Pas les leurs tels qu'ils sont, mais les leurs étaient tels qu'ils étaient. Des enfants que j'ai élevés, des rêves que j'ai faits, de la famille que j'imaginais. Mais je sais qu'ils n'existent plus. Et ce n'est pas grave, parce qu'à cet endroit, j'ai trouvé autre chose. J'ai trouvé la paix, j'ai trouvé du respect, je l'ai trouvé moi-même. Si vous lisez cette histoire et que vous avez vécu quelque chose de similaire, sachez que vous n'êtes pas seul, que fixer une limite n'est pas de la cruauté, que te choisir n'est pas égoïste. Cette famille qui te fait du mal ne mérite pas ton silence. La vie est trop courte pour être vécue en portant une culpabilité qui ne t'appartient pas. Mamadou avait raison. Des accusations à perpétuité. Et parfois, la plus grande exigence, c'est quand on apprend enfin à dire « ça suffit ». Si cette histoire vous a touché le cœur, si vous avez aussi dû choisir entre la famille et la dignité, écrivez dans les commentaires « J'ai choisi la paix ».